soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'Agenda d'Amanda. Je suis très contente de vous retrouver. Alors là, je sais, vous vous dites, qu'est-ce qu'elle nous a concocté cette fois-ci? Eh bien, cette émission sera placée sous le signe de la découverte. Vous allez vous régaler. Au menu, un festival de musique. Le Père Noël est-il un rocker pour la bonne cause? La découverte d'une salle atypique à Amiens. Les dessous d'un opéra à Compiègne. 2 salles où mixité sociale et mixité artistique font bon ménage. Et bien sûr, sans oublier mes coups de cœur du moment. Là, je me trouve à l'Opéra de Lille. Alors, je sais pas vous, mais moi, j'ai toujours eu envie de connaître l'envers du décor d'un opéra. Vous savez, être comme une petite souris et me faufiler pour découvrir les frémissements, les balbutiements d'une œuvre. Enfin bref, tout ce qui fait la magie de ces spectacles. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous plonger dans les coulisses des Noces de Figaro dans un autre grand opéra de chez nous, à Compiègne. Chut, suivez-moi. Situé juste derrière le palais impérial, l'Opéra de Compiègne est en fait un théâtre privé commandé par l'empereur Napoléon III. Il est rattaché au palais par cette passerelle qui traverse la rue. Il ne faut donc pas s'attendre à une façade somptueuse, mais pourtant, ce lieu méconnu abrite une histoire passionnante et rocambolesque. Une histoire intimement liée à Napoléon III et sa femme Eugénie. Les 2 souverains ont décidé de ce théâtre, mais ne sont jamais venus assister ici à une représentation, puisque le Second Empire s'est arrêté avant même que les travaux du théâtre soient terminés. Ce théâtre, qui a été construit entre 1867 et 1870, a été fermé. Il a fallu attendre 120 ans pour qu'il ouvre réellement et qu'on l'on découvre dans son état d'inachèvement ce lieu magique. 120 ans, un peu comme la Belle au bois dormant, ce lieu est resté un peu évanoui pour réapparaître au grand jour dans les années 90. Depuis qu'il a rouvert ses portes, le théâtre impérial de Compiègne est plus vivant que jamais. Il s'est même associé à 3 autres scènes nationales pour accueillir ces jours-ci une création contemporaine des Noces de Figaro. Les éléments commencent à se mettre ensemble petit à petit. Ça fait un peu peur, mais on est tous impatients de voir la suite. Et cette alchimie va créer quelque chose de très excitant. Donc il ne faut pas trop étirer, c'est ça? Non, ouais, tu peux tapoter comme ça. C'est ça l'anti-cerne? Oui. Je vais remettre un peu parce que là, il y a un gros cerne d'un côté. On nous apprend à nous maquiller ici parce que le spectacle va partir en tournée pour une 20aine de dates. Et là, il n'y aura pas de maquilleuse ou de coiffeuse avec nous dans la tournée, donc on nous autonomise. Ouais. La Rochelle, Amiens, Nîmes, Dunkerque, Le Mans, Quimper et même Vevey en Suisse. Cette tournée va s'étendre jusqu'au 23 janvier 2016. Objectif, amener l'art lyrique dans des villes qui n'ont pas d'opéra. En attendant, au Théâtre Impérial de Compiègne, c'est l'effervescence. Cet espace longtemps endormi ressemble à une vraie fourmilière. C'est la première répétition avec l'orchestre, avec la mise en scène. À l'opéra, il n'y a pas de micro. Donc nous, il faut qu'on soit en forme pour donner vraiment ce qu'on peut donner et que l'orchestre se règle pour pas être trop fort sur nous. Donc voilà, c'est un peu un moment où les choses se décident. Celui-là, il faut que je te le déplace. D'accord. Je vois ça. Très bien. Si t'es heureux, moi je suis heureuse. Pour cette trentaine d'artistes venus des 4 coins de l'Europe, jouer au Théâtre Impérial de Compiègne a révélé une belle surprise. Les qualités acoustiques de cet opéra inachevé sont totalement surprenantes. Au niveau acoustique, tout est en bois. On a l'impression que les colonnes sont en pierre et tout est fait en bois.
ce qui fait que la résonance est assez extraordinaire. Après, quand on va dans la salle, on voit un peu toutes les dynamiques possibles et on peut susurrer peut-être, pratiquement, et c'est entendu dans toute la salle, donc ça nous permet d'avoir une étendue de couleurs et de dynamique énorme. Donc ça, c'est vraiment c'est fantastique. Eh bien, nous revoilà à l'Opéra de Lille, où nous sommes accueillis par la directrice des lieux, Caroline Sonrier. Bonjour Caroline. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Oui, mais bienvenue dans ce beau bâtiment. Oui, magnifique. En effet, la première chose qui frappe quand on arrive ici, c'est la magnificence du lieu. Oui, alors c'est une architecture qui n'est pas si ancienne, puisque c'est le début du XXe siècle, donc très inspirée de la fin du XIXe siècle, et en particulier de l'Opéra Garnier et de ces grands espaces offerts au public pour déambuler, pour se promener pendant les entr'actes. Quand je suis arrivée ici, je me suis dit, il faut vraiment faire quelque chose aussi pour ces espaces-là, que ce soit pas seulement l'espace où on déambule. Et c'est comme ça qu'on a créé ces journées qu'on appelle des Happy Days pendant la saison. Ah. Voilà, et qui sont des journées à entrée gratuite où on peut se promener dans le bâtiment, mais où il y a des mini-spectacles ou mini-concerts un peu partout, où il y a des installations interactives. Il y a un jeu de piste où les enfants peuvent se balader, ils doivent chercher des énigmes, etc., ce qui leur permet de découvrir le bâtiment. Il y a des spectacles dans la grande salle, il y a des spectacles sur le plateau de la grande salle. En général, on a entre 8 et 9 000 personnes dans le week-end. Oui, quand même. Oui, donc c'est vraiment... notre gros travail, c'est de se demander comment on va gérer le flux de toute cette foule qui, dès qu'on ouvre les portes, rentre dans le bâtiment, s'engouffre, avec du coup le parking à poussettes, voilà, faut prévoir un peu tout ça, mais c'est une grande joie, oui. Du coup, moi j'ai envie de savoir, il y a combien de personnes qui font vivre ce lieu ? On est 55 environ personnes, permanentes donc. Et puis après, il y a énormément d'autres personnes qui interviennent régulièrement. Il y a évidemment les artistes qui sont nombreux à venir ici pour des répétitions, pour des représentations. Sur un opéra comme Le Trouvert, par exemple, qu'on va jouer au mois de janvier et février, on donne 9 représentations et une équipe, pour une production comme celle-là, répète pendant 6 semaines. Et ça représente combien de personnes à peu près sur scène ? Une 50aine de personnes sur le plateau, 80 dans la fosse, et puis autour pour la technique et pour l'ensemble des personnes qui vont travailler, c'est-à-dire les maquilleuses, les habilleuses, etc. Il y aura bien une 30aine de personnes. C'est l'opéra qui engage les gens ? Comment ça se passe ? C'est qui finance tout ça ? Là, on a un budget effectivement alloué à l'année. Qui prend globalement compte sur une proposition évidemment que l'on fait à nos financeurs. Et donc là, effectivement, on a une mission qui nous est donnée, qui est d'abord de créer des spectacles d'opéra, mais aussi de présenter de la danse et des concerts. Moi, j'ai vu que vous pratiquiez quand même des tarifs qui sont abordables pour tous les publics. C'est-à-dire qu'un étudiant qui a envie d'aller à l'opéra, j'ai vu qu'il y avait des places entre 6 €, 10 €. Enfin, c'est quand même fabuleux. Donc, comment vous arrivez à vous y retrouver ? Enfin, comment c'est possible ? En général, c'est possible en France grâce aux subventions, effectivement. La culture pour... en général, la France et les différents gouvernements qui se sont succédés quand même a toujours eu une place importante en France et heureusement on le voit aujourd'hui avec la période de crise que l'on connaît, on voit très bien les dégâts aux États-Unis ou en Angleterre par exemple, où là la culture est beaucoup plus liée à des financements privés et où là tout d'un coup la culture part en miettes. Cette ouverture au public, à un public qui soit de tous les âges, qui soit de tous horizons, elle se fait par la tarification, mais elle se fait aussi par tous les contacts et toute l'image qu'on donne aussi de l'opéra, et notamment de la création à l'opéra. Eh bien, merci Caroline de nous avoir fait partager votre enthousiasme. Merci. Connaissez-vous toutes les salles de concert cachées, étonnantes et insolites de notre région qui vous accueillent hors des sentiers battus ? Pas si sûr. Eh bien moi, j'avais envie de vous emmener dans une galaxie proche, à Amiens, la Lune des Pirates, un ancien entrepôt de bananes qui propose tous les types de musique et tous les types de spectacles.
Savez-vous qu'à Amiens, l'une des meilleures salles de concert abritait un entrepôt de bananes? La Lune des Pirates se situe en face du canal de Saint-Leu. Il faut imaginer ici, au XIXe siècle, un grand marché flottant, où les maraîchers et les importateurs de fruits exotiques venaient décharger leurs barges dans les entrepôts situés sur le quai. Mais tout ce qu'on sait sur ce lieu, c'est qu'il sentait la banane pourrie. D'après les dires de l'architecte qui a refait tout le passage Bellu, c'était vraiment un lieu où il fallait venir un petit peu avec sa passe à linge sur le nez pour pouvoir rester un moment et travailler sur la conception de ce nouveau projet. La Lune des Pirates a été le premier entrepôt du quartier transformé en lieu public. 30 ans plus tard, les quais de Saint-Leu sont devenus la zone festive d'Amiens. Alors c'est un projet qui est né dans la tête d'une fédération d'artistes, une association qui était née en 1978 et qui regroupait tout un tas d'artistes, des comédiens, des musiciens, des clowns, des plasticiens, etc. Ils voulaient vraiment créer un lieu sur Amiens parce que dans les années 80 finalement il y avait tout un tas d'associations, il y avait un vivier réel de gens mais il manquait de lieux. Je vais vous montrer pourquoi je suis aussi charmée par ce lieu et pourquoi je donne autant de temps à ce lieu. Venez. Cet escalier, c'est la grande spécificité de la Lune des Pirates, ce qui a toujours parfois même terrorisé certains artistes. Il y a quelques années, j'avais entendu sur France Inter une interview de Noir Désir et il reparlait de ce fameux escalier qu'ils sont obligés d'emprunter pour traverser le public, pour atterrir jusque ici sur la scène de la Lune. I wish I could follow you. La Lune des Pirates accueille toute l'année des artistes en résidence, comme le Lillois Louis Aguilar. En plus d'être un lieu de spectacle, c'est aussi un lieu de création. Nous voici arrivés dans les loges des artistes. Elles sont un peu petites, mais les artistes adorent finalement ici parce qu'ils ont vu sur la cathédrale quand même. Là, voilà, ils respirent. Ils apprécient. C'est quand même un lieu qui est implanté dans le quartier festif amiénois. Et pour tous les groupes qui démarrent, c'est forcément un petit peu le lieu à aller, quoi. Il faut absolument jouer à la Lune des Pirates, et puis donc il faut être au point, il faut faire des choses, voilà. Bon, là, on est avec des enfants, c'est super agréable, effectivement, de les entendre réagir directement. De ne pas les avoir trop loin, quoi, comme ça peut être le cas dans d'autres salles. Ouais. Rendez-vous sur la lune.net pour tout savoir sur la riche programmation à venir. Le mélange des genres n'est pas chose aisée et n'est pas toujours une réussite. Et il y a deux lieux qui ont réussi cette prouesse, qui est de mixer tous les styles de musique et un public de toutes les catégories sociales confondues. Le Grand Mix à Tourcoing, où des artistes confirmés se produisent, et la Cave aux Poètes, véritable vivier culturel actif, dont la promesse est de vous faire découvrir en avant-première des jeunes talents et des pratiques artistiques en tout genre. Vous allez voir. Avant, lorsqu'on voulait voir un bon concert dans la métropole lilloise, c'est rarement vers Roubaix et Tourcoing que l'on se dirigeait. Mais aujourd'hui, deux salles, la Cave aux Poètes et le Grand Mix, y attirent un public de plus en plus large, grâce à une programmation pointue et des lieux chargés d'âme. Prenons la Cave aux Poètes par exemple. En 1993, un collectif d'artistes cherche un lieu pour répéter des musiques et organiser des expos. La mairie de Roubaix leur offre une ancienne cave où des poètes récitaient leurs textes dans les années 70. On n'est plus sur un public qui vient boire du thé et écouter des poèmes le dimanche après-midi, mais en tout cas, on aime à penser qu'on a gardé l'esprit justement un peu poète et artiste, mais poète de notre siècle avec les poètes des musiques actuelles. La spécificité de la cave, c'est dans les musiques actuelles et c'est de se positionner vraiment sur des artistes et des talents émergents
C'est-à-dire que des artistes qui vont passer au Grand Mix ou des artistes qui vont passer à l'Aéronef ou dans un Zénith beaucoup plus tard sont la plupart du temps ont commencé à la Cave aux Poètes, où on vient pas forcément parce qu'on connaît l'artiste, mais en tout cas parce qu'on sait qu'on va découvrir quelque chose de bon en live avant tout le monde. Entre des blancs qui pensent que les noirs sont bons qu'à danser, des noirs qui dansent pour que les blancs puissent le penser. À quel point penses-tu être libre, Alice, monsieur, entre volonté et le système? Regardons le public, les gens n'ont pas peur de venir ici. Il y avait des nanas qui dansaient, il y a les gens du milieu hip-hop, mais il y a aussi d'autres personnes. Et c'est important qu'il y ait des lieux comme ça à Roubaix ici, que ce ne soit pas seulement les endroits à la mode sur l'île Sainte. On est vraiment en face des artistes, on les voit, on peut même les checker sur scène, aller sur scène. Que ce soit de l'électro, du rap, du rock, du métal, du vrai hip-hop français, enfin, ils arrivent à être à peu près à la pointe de tous les styles. À Tourcoing, c'est la mairie qui a pris l'initiative de créer une salle de concert. C'était il y a 20 ans. Et c'était un pari osé pour cette ville de 100 000 habitants aux ressources plutôt faibles. C'est un pari réussi. Un bon concert. J'arrive McFly sur Overboard, dans le futur, trop loin pour ta horde. Me revoilà finalement. À Tourcoing, on a beaucoup de chance parce qu'on est très bien situé géographiquement entre Paris, Bruxelles, Amsterdam et Londres. Et donc on arrive à capter très régulièrement des groupes étrangers, américains ou canadiens, des fois australiens ou même tout simplement anglais en tournée européenne et qui du coup passent par les capitales. Et forcément, nous on est au carrefour de ces capitales, donc on arrive à les jouer ici. Le Grand Mix porte bien son nom. Enfants, ados, adultes, tout le monde s'y sent à l'aise pour écouter tous les styles de musique. Je vis dans le quartier à côté et mes enfants font partie de la chorale du Grand Mix. On chante les morceaux qui sont déjà passés au Grand Mix. On a chanté AC/DC, Red the Radio. C'est cool et il y a un bon son. Eh bien, nous voilà à la Cave aux Poètes. Nous sommes accueillis par le directeur artistique des lieux, Nicolas Lefebvre. Salut Nicolas. Bonjour. Ce qui est assez génial ici, c'est que vous avez quand même réussi à mélanger un peu tous les publics, enfin toutes les catégories sociales confondues. Donc, comment vous avez réussi à faire ça? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé pour les Roubaisiens et les étudiants roubaisiens un abonnement à 1 €, voilà, qui permet en gros d'avoir accès à un tarif réduit voilà, avec 1 €. Et on a retrouvé aujourd'hui 40% de Roubaisiens dans nos 460 abonnés. Dans notre activité, on a un autre volet sur les actions culturelles, où là, on travaille beaucoup sur la sensibilisation des publics qu'on dit entre guillemets empêchés, c'est-à-dire qui n'oseraient pas franchir la porte d'une salle de musique actuelle ou qui n'ont pas les moyens financiers. Et là, c'est un travail un peu inverse, c'est-à-dire qu'on prend des artistes qui ont un sens pédagogique assez développé et on les emmène dans les écoles, dans les centres sociaux, on produit des concerts voilà, dans ces endroits-là. Mais en tout cas, c'est un vrai travail de fond pour que les jeunes puissent avoir accès à la pratique de la musique et à de l'écoute. Votre ambition pour l'année prochaine, c'est quoi par rapport à cette salle? L'ambition pour l'année prochaine, c'est qu'on est aussi en train de développer tout un pan sur la programmation jeune public, qui est à la fois dédié pour les enfants, mais qui n'est pas ridicule non plus pour les parents. Parce que c'est important, on n'est pas en train de parler d'Henri Dess ou de choses comme ça, on est vraiment sur une programmation qui souvent est d'ailleurs un peu pluridisciplinaire. D'abord les parents plus que les enfants finalement, parce que c'est les parents qui les amènent au spectacle. Le but, c'est que tout le monde passe un bon moment ensemble. Donc on est vraiment voilà, sur de la construction, ce qu'on appelle tout public, qui peut aller à la fois chez les enfants et aujourd'hui sur le tout public. Mais comme le fait Disney aujourd'hui, quand on regarde un Disney, il y a toujours plusieurs niveaux de discours, avec des dialogues pour les enfants et puis souvent des sens un peu cachés pour les adultes qui vont regarder. Bon, on est plutôt sur cette, voilà, cette planète-là. Merci Nicolas. Merci de nous avoir reçus, c'était super sympa. Tous les enfants devraient avoir droit à Noël, non? Eh bien justement, dans quelques jours, du 16 au 20 novembre, aura lieu un super événement qui existe déjà depuis 21 ans, un festival de musique, Le Père Noël est-il un rocker? 3 jours de rock à gogo pour la bonne cause. En effet, plus qu'un simple festival, cet événement est un véritable élan de solidarité mis en place par les élèves de l'EDEC et soutenu par le Crédit Mutuel Nord-Europe pour les enfants défavorisés de notre région. Et la recette est simple, hein, une place de concert achetée, un cadeau offert à Noël pour un enfant. C'est top, non? Noël approche. Et pour la 21e année consécutive, les étudiants de l'EDEC nous invitent à nous demander si le Père Noël ne serait pas un peu rocker sur les bords.
Le 7 novembre, toute une équipe de bénévoles s'est installée place de la Liberté, à Roubaix, pour faire connaître ce festival caritatif. Là, c'est le lancement vraiment du festival. C'est vraiment le lancement officiel en termes d'événements. Et donc du coup, ouais, c'est un peu de pression, mais on est vraiment satisfait et c'est la concrétisation des mois de travail. Le principe du festival est très simple. Plutôt que d'acheter une place de concert, il suffit de choisir un cadeau qui sera ensuite donné à un enfant défavorisé lors d'une joyeuse journée de redistribution. Salut! Salut, tu vas bien? Oui, toi? Ça va. Bon alors, pas trop stressé? Je vais faire un petit saut, mon gars. Un petit crowd surf comme ça, alors après. Les Piscis sont un tout jeune groupe lillois, formé par des étudiants qui ont participé à l'organisation de ce festival l'an dernier. Cette année, ils sont ravis de revenir en passant de l'autre côté de la scène. C'est pas un concert où les gens viennent te voir, c'est un concert où les gens passent, ils découvrent en 3-4 minutes ce que tu fais. Et puis ils disent « Oh, c'est vachement sympa » et si tu peux après aller les voir et leur parler un petit peu, c'est un super retour sur ce que tu fais. Je suis sorti de 2 ans de prépa, c'est 2 ans où tu penses qu'à toi et puis là tu penses un peu aux autres, festoche pour les enfants, ça c'est cool. Bon, j'ai les bonnets de Père Noël. Depuis 20 ans, le festival a déjà mobilisé plusieurs centaines de bénévoles pour distribuer 70 000 cadeaux à plus de 16 000 enfants de centres sociaux de Lille et de Roubaix. Si vous avez des questions, vous pouvez aller voir tous les gens avec des bonnets rouges sur le pourquoi on est là, qu'est-ce qui se passe, etc. C'est le Père Noël est-il un rocker, festival caritatif. Ils vous expliqueront très bien le concept. Alors en fait c'est un festival de musique caritative qui se place du 16 au 20 novembre à Lille. Le concept c'est un jouet acheté égale une place de concert égale un enfant heureux. Ça vous dit? Rien que cette année, ils sont 80 étudiants à mettre toute leur énergie afin qu'un maximum d'enfants puissent recevoir un cadeau lors de journées animées par des magiciens et des professionnels du spectacle. Ce qui m'a attiré, c'est la Smala, c'est un groupe que je connaissais et je savais pas du tout qu'ils passaient sur l'île et si c'est l'occasion de les voir et de pouvoir faire une bonne action, donc du coup je trouve que c'est une bonne alliance des deux au final. Bon, un espèce de nuage. C'est pas mal, au moins ça crée du mouvement dans le quartier, puis ça permet de faire plaisir aux enfants et puis en même temps de pouvoir aller au concert, donc c'est plutôt pas mal. C'est un bon concept, bien imaginé, bien trouvé. Vous pensiez quand même pas que j'allais vous quitter sans vous donner mes coups de cœur du moment. Alors moi je vous propose d'aller faire un tour du côté de la Cave aux Poètes où se produira un de mes petits chouchous le 17 novembre, le groupe Last Train, les stoners de demain qui du haut de leurs 20 balais ont écumé toutes les caves londoniennes et ont pris beaucoup d'épaisseur. Le 28 novembre, il fleurera bon l'exotisme à l'aéronef avec la sublime métisse gréco-jamaïcaine Liane La Havas qui nous offrira sa voix de velours et son groove caribéen. L'événement à ne pas rater, c'est la 4e édition des Nuits électriques de Lille les 11 et 12 décembre où se produiront un florilège de DJ de la musique électro d'aujourd'hui. Et mon coup de cœur, c'est la DJette Nina Kravitz qui nous offrira une sorte d'alliage non homologué de Deep House et de Disco Molotov. Puis vous vous souvenez, dans la première émission, je vous parlais du grand mix de Tourcoing et de sa musique de qualité. Eh bien, mon coup de cœur cette fois-ci, c'est Marina and the Diamonds, un timbre singulier à la hauteur de son univers délirant, coloré et plein d'onirisme, vous allez adorer. Et puis si vous êtes plutôt du genre à déambuler devant de belles œuvres, eh bien vous allez avoir l'embarras du choix. Alors soit vous filez au Louvre-Lens le 5 décembre et jusqu'au 26 février, où une très belle exposition sur les fêtes galantes de la fin du XVIIe siècle au XVIIIe siècle aura lieu. Et cerise sur le gâteau, eh bien les 5 et 6 décembre, ce sera exceptionnellement gratuit puisque c'est l'anniversaire du musée. Sinon, si vous voulez vous la jouer en mode un peu plus funky, juste avant les 28 et 29 novembre, vous pouvez filer au LAM, admirer les œuvres du musée mais de manière festive et complètement ludique, avec plein d'activités, des jeux de piste pour parents, enfants, grands-parents, une disco au sein même du musée, des ateliers de sculpture, de peinture, enfin bref, des moments de partage autour de l'art.
L'agenda d'Amanda, c'est déjà fini. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve le mois prochain. En attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye. C'était l'agenda d'Amanda avec le Crédit Mutuel Nord Europe.